Chers téléspectateurs de Wafrica TV, en fin d'année dernière, déjà, le président Emmanuel Macron était en Afrique. Il est passé par le Cameroun notamment. Et il est en route pour revenir à nouveau. Il va faire le Gabon, l'Angola, les deux Congos d'ailleurs. Et dans le contexte que nous vivons avec les nouvelles influences ou les influences fortes de la Chine ou de la Russie, nous voulons bien comprendre la démarche du président français avec un discours qu'il a prononcé hier sur la politique africaine de la France. Même s'il ne souhaite plus que ce soit appelé ainsi, il essaye, la question c'est est-ce qu'il ménage les concepts ou alors est-ce qu'au fond, il y a une réalité de changement, un nouveau regard sur l'Afrique. Bonjour, professeur Chanda. Bonjour. Professeur Chanda, j'imagine que vous avez bien écouté le président Emmanuel Macron hier. Vous connaissez ses démarches. Ce n'est pas à vous, d'ailleurs, qu'on doit expliquer cela. Comment est-ce que vous regardez un président français qui a quand même réussi ce que les autres n'ont peut-être pas fait? Disons que le Bénin a déjà accueilli quand même quelques-uns de ces masques, de ces sculptures qui ont été emportés par la France. Est-ce que la démarche du président Emmanuel Macron est différente de ses prédécesseurs? D'abord, c'est l'absence, je dois vous le dire, et non l'abondance des contacts, des échanges entre les dirigeants qui doit être un problème. Oui, qui est un problème. L'abondance est une garantie de convivialité, de coexistence pacifique, de rassemblement autour des thèmes, des valeurs, des normes et des objectifs qui gouvernent les relations internationales. Le président Macron est un cas bien à part. C'est un cas bien à part sans être une exception. Vous noterez qu'il est nettement moins bien préparé que Sarkozy. Et Sarkozy était très loin par rapport à Jacques Chirac. Tout comme l'était Hollande. Loin dans le sens de l'insuffisance, de la non-maîtrise des outils, des mécanismes, des repères et des éléments contextuels de la relation franco-africaine. Je crois que c'est une très bonne chose que le président Macron se déplace à nouveau en Afrique. Mais je crois qu'il ne suffit plus seulement de se déplacer. La problématique aujourd'hui dans la relation franco-africaine ou dans ce que j'appelle la perte d'influence, pas simplement africaine mais mondiale de la France, résulte d'une mauvaise préparation de l'élite française face aux grandes mutations du monde. Et par rapport à l'Afrique, il y a un retard, un fossé dans la compréhension de l'Afrique par l'élite française actuelle. Je ne crains pas de la qualifier de nulle. Je lui donnerais 2 sur 20 s'il fallait l'évaluer concernant la compréhension de manière globale d'ailleurs, la géopolitique et la géostratégie mondiale. Et sur l'Afrique, ce serait proche de 0 sur 20. Le malheur du président français actuel,
c'est que ce déplacement, ces déclarations, ne se situent pas dans une mouvance intellectuelle, culturelle et idéologique. Oui. Il est à peu près seul dans sa démarche. Qui forme le socle d'une nouvelle doctrine, oui, sur laquelle devrait être assise la coopération. On ne parle plus de coopération. C'est terminé. C'est colonial, ça. Qu'elle devrait être assise une nouvelle vision de l'Afrique. Quand vous entendez quelqu'un comme Macky Sall parler, je prends un des meilleurs. Je ne parlerai pas de Paul Biya, que vous avez vu dans la conférence conjointe avec Macron ici. Parce que lui, il est au-dessus de Macky Sall. Sassou Nguesso est au-dessus de Macky Sall. Macron, à côté de ces trois-là, et si on ajoute le président de la Guinée, est un gamin sur le plan géopolitique. Il n'a rien compris. Il ne s'agit pas de... Vous avez une armée qui est complètement défaite sur le terrain. Il ne s'agit pas de vous lever et dire « je cours, je vais au front ». Non, vous n'aurez rien. Quelle est votre nouvelle stratégie? Sur quelle doctrine, à la fois de conception, de faisabilité et d'application, vous fondez votre course vers le front? La guerre se fait d'abord dans les centres d'état-major. On construit d'abord, on élabore les stratégies, et puis à partir de ces stratégies, on développe des doctrines d'emploi. Ce sont lesquelles maintenant? Les anciennes sont désuètes. La France est en train de s'écrouler en Afrique comme un château de cartes. Ce n'est pas d'un voyage du président français que les choses seront résolues. Pendant que Macron est ici, pendant qu'il vient en Afrique, les journaux français sont ailleurs. Les intellectuels français sont ailleurs. L'élite est ailleurs. Toute cette panoplie d'acteurs, de soubassements psychologiques et même psychanalytiques sont complètement en dérapage complet, pour ne pas dire en défaillance par rapport aux réalités africaines. Elles sont encore dans le miroir d'un Occident hyper dominateur, d'une Afrique habitée de singes. Je pèse mes mots. Oui. Je pèse mes mots parce que je fréquente cette élite et que je vois au quotidien qu'elle n'est pas prête de changer sa vision de l'Afrique. J'en ai pitié. Bienvenue, Monsieur le Président, dans la nouvelle Afrique. C'est une Afrique complexe, d'accord, de dictateurs, de troisième, plusieurs mandats, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même une Afrique nouvelle. Et il faut pour la France une approche nouvelle. Et cette approche nouvelle doit être assise sur des stratégies mûries, pensées, différentes, révolutionnaires, à partir desquelles on a tiré des doctrines d'emploi dans la relation France-Afrique. Sans cela, si c'était un voyage pour s'entendre parler de bases militaires, de Russie et de Chine, c'est un échec. Le professeur, il a dit que les bases militaires vont désormais être co-gérées. C'est ce qu'il a dit dans son discours d'hier, par exemple. On doit associer les Africains à la gestion des bases militaires. Est-ce que vous ne voyez pas quand même un effort, une progression dans le partenariat? C'est une distraction langagère. Pour faire partie de ce que vous venez de dire,
j'ai envie de me poser la question, au cours de l'histoire, qu'est-ce qui a biaisé la relation entre la France et l'Afrique francophone de manière à ce qu'on quitte d'un partenariat à un paternalisme, comme on l'appelle souvent? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la difficulté, telle que vous parlez, il faut chercher la difficulté pour résoudre le problème historique avant de rentrer dans le nouveau partenariat. Qu'est-ce qui a fait problème à un moment donné? Écoutez, il y a toute une dimension de domination culturelle, il y a toute une dimension de domination matérielle, il y a toute une mécanique. Comme dit Aimé Césaire, hein, dans le cahier d'un retour au pays natal, ceux qui n'ont inventé ni la machine à vapeur, ni ceci et cela. Je pense qu'il faut bien comprendre, ça c'est très important. Vous savez, il ne faut pas se méprendre aujourd'hui. Si vous lisez mon livre, Fondements culturels du retard à l'Afrique noire, je crois publié en 2012, oui. Fondements culturels du retard à l'Afrique noire. Vous savez, la couverture est assez expressive. Vous avez d'un côté un ordinateur, d'un autre côté le masque. Vous savez, je me suis senti tellement mal dans la célébration de ces bouts de bois qu'on dit on a rendu à l'Afrique son identité. Mais attendez, monsieur, entre un musée de bouts de bois et un musée d'ordinateurs, qu'est-ce qui vous ramène, vous rapporte quoi? Dans l'émulation de votre intelligence, dans la transformation de votre société, dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. On dessine un logiciel avec un masque, on construit un téléphone portable avec un masque, on en est à nous distraire avec des objets d'art, des bouts de bois que la France va nous restituer. Je dis non, le débat n'est pas là, le débat est ailleurs. Quelle est notre contribution dans la productivité de la société mécanique, digitalisée? Je l'ai souvent dit. J'ai ici chez nous, vous avez vu quelle belle lettre j'ai adressée au directeur des impôts du Cameroun? Ce jeune homme a révolutionné les impôts, il a tout digitalisé. Je parle souvent de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun avec M. Mekoulou, qui a tout digitalisé. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est extrêmement important. Les petits-enfants à Paris, en classe de 6e, conçoivent des programmes d'ordinateur. On en est loin. Je crois que Kagame l'a compris. Et je reviens pour dire quand même que, bien, tout n'est jamais si mauvais. Les fameux ordinateurs de Paul Biya ont quand même permis à quelques enfants de pauvres qui ne pouvaient jamais vraiment avoir un ordinateur, d'avoir accès à un ordinateur. Maintenant, les montages financiers, combien ça a coûté et tout, quelles sont les capacités, c'est un autre débat. Oui. Hein? Mais simplement, ça fait partie des visions que nous souhaitons aujourd'hui, si vous voulez. Oui. Alors, Macron vient. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Il a quoi dans ses valises? Il part de quoi? Ce qu'il dessine comme nouvelle vision, comme nouveaux objectifs à partir de Paris, c'est pas ce que nous attendons. C'est pas de cela qu'il s'agit. Pas du tout. Si son problème, c'est les bases militaires, non. Non, non, non. En plus qu'il vous dit, des bases où on pourra, avec l'accord des États, appeler d'autres amis. En réalité, il vient reconstruire l'OTAN en Afrique. Non. C'est pas de cela qu'il s'agit. On n'accepte pas. On n'accepte plus. C'est dépassé ça. Que le président vienne, qu'il parle aux Africains, qu'il parle à la nouvelle Afrique avec un nouveau langage. J'ai peur qu'il n'ait pas la dimension de la tâche. C'est au-dessus de lui. La nouvelle génération est certainement décomplexée, il faut le dire. La nouvelle génération des Africains. Donc c'est sûr que ce langage du passé reste un langage du passé et qu'il ne passera plus. Attendez, je me considère même moi-même déjà comme... Cette nouvelle génération-là? Non.
Pas du tout. Peut-être même en deçà déjà. Parce que celle qui vient après moi, elle sera beaucoup plus éclairée, mieux éveillée et dure. La France doit changer maintenant sa vision de l'Afrique, où elle est perdue en Afrique. Définitivement. Mais, dans l'ouvrage qui paraît, je pense, d'ici quelques semaines, que j'ai écrit sur les jeux d'influence dans les rapports entre les nations et l'inéluctabilité de la rupture France-Afrique, les conclusions sont assez élégantes. Parce qu'il y a quand même, au-delà de tout, des réalités qui nous emportent, qui s'imposent à nous. C'est qui, c'est quoi, c'est comment, c'est dans quelle dimension la France en Afrique. Je pense que, au-delà de la polémique et de la passion, il faut de la respectabilité vis-à-vis d'un pays qui demeure une grande puissance. Quoi que l'on dise, quoi qu'on fasse, c'est quand même le pays de Pierre et Marie Curie. Tout ça, comprenez? Mais ce dont il est question en réalité, c'est comment préserver une relation historiquement et culturelle si riche en lui donnant des couleurs mutuellement bénéfiques, en lui donnant un contenu moins contesté, en lui reconstruisant des bases consensuelles qui ne soient plus accompagnées de frustrations multiples pour des générations présentes et les générations futures, et qui soient surtout, je crois, avancées par rapport au temps, qui soient adaptées aux exigences nouvelles et qui soient intégrationnistes, c'est-à-dire en fait qui soient en mesure de prendre en considération les demandes, les critiques, les perspectives, les attentes, mais aussi les oppositions. Voilà en fait je me suis souvent senti très mal à l'aise parce que un jeune qui n'a pas vécu ça n'aurait peut-être pas le même discours, si vous voulez. Il serait malhonnête, peut-être même déplacé pour quelqu'un qui a bénéficié de tout l'aéropage, de ce qu'offre la société française pour se former, de tenir un discours complètement négationniste dans la relation franco-afrique. Et c'est une manière de dire que non, il y a des richesses communes à préserver, mais il y a des dépassements à faire dans la conception, dans le meublement et la mise en application de nos rapports avec la France. N'importe comment, la France demeurera un partenaire extrêmement important en Afrique pour beaucoup de raisons que l'histoire, la culture et la diplomatie déterminent. Mais ce ne sera plus dans les mêmes conditions, dans les mêmes termes de référence. Dernière question, professeur. Une commission pour évaluer l'histoire, qu'est-ce que ça vous dit? Vous savez, ça fait partie des démarches qui s'imposent ou qui se sont imposées au regard des nombreuses critiques développées sur la relation franco-africaine. Je reviens même dans le cas du Cameroun. Vous savez, quelqu'un comme Pierre Bobda, qui est quand même un intellectuel camerounais et un historien que je respecte beaucoup, un politologue, qui est enseignant en France, a pu écrire que le génocide de Bamileke était un mythe. Je crois qu'il faudrait l'associer à des travaux qui permettent aujourd'hui de connaître la réalité, de faire certaines affirmations. Parce qu'en lui opposant une critique, je dirais, je suis un enfant
Je suis un rescapé du génocide Bamileke. Vous savez, j'avais juste 4 ans. Ma mère me raconte, les avions arrivaient, et vous savez, c'était des gens drogués, des soldats qui venaient du Vietnam, où ils avaient été battus, et ça déversait le napalm. Ma mère me raconte que les bananiers brûlaient, les cases brûlaient. Oui. J'avais 4 ans. Oui. Et on n'arrivait pas à me retenir parce que j'étais inconscient, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je montais le doigt, avion, avion. Et ma mère me dit, tu as failli nous faire tuer à plusieurs reprises. Ça, c'est quelque chose. Et dans ces endroits-là, jusqu'à aujourd'hui, rien ne pousse, si vous voulez. Oui. J'ai vu en Pays-Bas, j'étais à l'école primaire en Dôme, des têtes coupées, et tout ça c'est traumatisant. On a quand même vécu des événements extrêmement graves au Cameroun à un moment où la France menait une politique d'éradication des nationalistes. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que les archives peuvent parler? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qui s'est passé? Vous savez, Foucault ou bien c'est qui parle souvent d'un peuple sans mémoire. Voilà, alors je pense que la France se rend bien compte aujourd'hui que nous courons après notre mémoire historique et qu'en réalité, elle est un élément important dans cette mémoire-là. Et elle détient certaines clés de compréhension. Et si on n'a pas fini avec ça, il va être très difficile, effectivement, de travailler, de se mettre ensemble, ainsi de suite. Voilà de quoi il s'agit. Merci infiniment, professeur Chanda. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, à très bientôt sur Africa TV.